Bonsoir à tous, c'est Roxane avec vous pour le magazine Énergie Positive tous les vendredis. Et beaucoup d'autres choses qu'on ne va pas parler ce soir ici. D'accord. Maintenant. Voilà, une civilisation riche. En tout cas, donc historiquement, on peut dire qu'il y a le califat qui s'installe. Le pouvoir des califes diminue progressivement et plusieurs dynasties régionales émergent en Iran entre 820 et 1005, dont les Samanides par exemple. Donc ces derniers rivalisent avec Bagdad et créent d'importants foyers de vie intellectuelle et artistique, il me semble. Exact. Mille et une nuits et Shahrazad, voilà, tout toute ça, la littérature persane. C'était à l'époque de personnes, les Abbassides. Les Abbassides, mes ancêtres, qui étaient au pouvoir pendant 500 ans. Voilà. Donc ensuite, l'Iran se trouve confronté à différentes invasions, dont les Mongols, les Turcs, Tamerlan, qui conquiert la totalité de l'Iran et en devient l'empereur en 1381. Et puis, donc voilà, différentes dynasties se succèdent. Le pays est ensuite la proie des luttes tribales pour la conquête du pouvoir entre les Afghans, les Afshars, les Qajars et les Zandes. C'est les Zandes, c'est les Karim Zandes. Khan Zandes, oui, Voilà, oui, bravo. Vous prononcez bien, non? Ah bah merci. Le pays est presque réunifié en 1750 et une dynastie est mise en place de 1794 à 1925. Où le pays retrouve ordre et stabilité, mais les marchands et les oulémas, donc les chefs religieux, deviennent des membres importants de la société iranienne. Cependant, on constate déjà une classe dirigeante un peu corrompue et le peuple qui est exploité par ces dirigeants. Vous me dites si je dis des bêtises. C'est exact. Et bien sûr, à ce moment-là, les puissances coloniales russes et britanniques tirent parti de cette situation de par leur supériorité technologique et militaire. Et on assiste à une vague très importante que connaît l'Iran, qui va être importante dans son développement économique et social. C'est cette phase de modernisation que connaît l'Iran, avec les premières tentatives iraniennes de modernisation qui se créent durant la révolution constitutionnelle persane de 1906. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur cette modernisation? Alors ça, c'était le premier pas vers la civilisation occidentale, on peut dire. Pourquoi? Puisqu'à cette époque-là, l'imprimerie va entrer en Iran. L'Iran va voir la parution des journaux. Et même, malheureusement, c'est là-bas que le mot ayatollah va être créé. C'est-à-dire, jusqu'à ce moment-là, les clergés, on ne le nommait pas comme aujourd'hui. On disait Monsieur Al-Haji, par exemple, des choses comme ça. Mais à ce moment-là, avec l'intervention idéologique, on peut dire, des Britanniques, en même temps que l'imprimerie entre en Iran, et certaines idéologies pour organiser des ayatollahs, pour organiser les chiites, et les clergés chiites entrent en Iran. Et c'est là qu'on va créer le mot ayatollah, ça veut dire symbole d'Allah, symbole de Dieu, en face de Zellullah. Zellullah, ça veut dire l'ombre de Dieu. L'ombre de Dieu, c'était le roi. Alors, ils vont créer une autre force en face de lui, c'est Ayatollah, les clergés. Et bien sûr, cette révolution va être gérée par 5 grands ayatollahs. Tous les 5 ayatollahs étaient contre le système des ayatollahs, puisque de ça aussi je parle dans mon bouquin Rationalisme et religion, que j'ai écrit il y a déjà 25 ans. Là, cette révolution également, pour créer, on peut dire, le Parlement iranien, parce que c'est le départ de la création du Parlement iranien, ne va pas être réussi puisque les ayatollahs ils font des interventions et ils s'imposent dans la constitution iranienne le veto des ayatollahs. Oui, qui sont même, je crois, en droit de destituer le président de la République islamique d'Iran. À l'époque, il y avait le roi, mais bien sûr, et on parle avant la révolution islamique d'Iran, mais après la révolution islamique d'Iran, c'était 1979, c'était la révolution islamique d'Iran, vous voyez. Alors, vous avez dit les ayatollahs étaient contre le système des ayatollahs, c'est-à-dire? Il y a déjà 100 ans. C'est-à-dire le départ du mouvement de la construction du Parlement iranien,
que vous avez parlé au départ. À l'époque, les clergés chiites, et ils disent il fallait que les ayatollahs, les clergés chiites, ils sortent de domaine éducative et scolaire, puisqu'à l'époque, l'école était à la main des ayatollahs. Et le pouvoir, la justice également, c'était à la main de ces gens-là. Mais il y avait certains étudiants qui sont venus en Occident, en France, Suisse, ils ont étudié et ils ont appris certaines choses qui n'existaient pas encore en Iran. Et quand ils sont retournés, ils ont demandé un changement pour limiter le pouvoir de roi. Et cette révolution, c'était avant la révolution islamique d'Iran, c'est-à-dire ça c'était début du 20e siècle, vous voyez, cette révolution. Cette révolution qu'on avait fait au début du 20e siècle, les ayatollahs, les 5 qui vont créer la constitution, première constitution en Iran, ils disent qu'avec ça, nous allons abandonner le pouvoir, c'est-à-dire les ayatollahs abandonnent le pouvoir. Mais 75 ans après, en 1978-19, quand il y a la révolution islamique d'Iran, c'est le contraire. C'est les ayatollahs qui vont destituer le roi et le Parlement et prendre le pouvoir. D'accord. Donc on le verra par la suite, mais effectivement, les femmes avaient plus de liberté, il me semble, à cette époque. À l'époque de Shah d'Iran, avant la révolution islamique d'Iran, c'est-à-dire il y a déjà 38 ans, la femme, il y a Roxane, femme iranienne, il avait toute la liberté que vous avez aujourd'hui ici. Toute la liberté. Cherchez des photos, vous pouvez voir. La société, c'était une société moderne, parisienne. Oui. David Abbassi, nous allons faire une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Avec plaisir. Et l'homme politique David Abbassi qui a accepté de répondre à notre invitation pour venir nous parler de son pays d'origine, l'Iran. Donc on était en train d'évoquer, David, la modernité dont faisait preuve cette grande civilisation, donc avant la révolution islamique de 1979. Donc effectivement, des tentatives de modernisation du pays ont été effectuées. Donc aux alentours de 1919 par Reza Shah Pahlavi qui modernise l'Iran en développant les industries lourdes, en ayant différents projets majeurs de création d'infrastructures, la construction d'un chemin de fer national également, la création d'un système public d'éducation nationale, la réforme de la justice qui était jusque-là contrôlée par le clergé chiite, la création du code civil iranien, l'amélioration de l'hygiène et du système de santé et la décroissance de la dépendance par rapport à la Grande-Bretagne et à la Russie. Et il faut savoir aussi qu'en 1935, l'interdiction du port du voile pour les femmes était une obligation, enfin quelque chose qui était légiféré, et l'obligation de porter un habit à l'occidental était attitrée pour les hommes. Donc... Bravo, exactement, c'est ça. Toutes les informations que vous voulez de donner, Roxana, c'est tout à fait correct et exact. C'est-à-dire, Reza Shah, il a révolutionné notre pays à l'époque et la liberté que les femmes avaient à l'époque, même le droit de voter. En France, c'est arrivé 50 ans après. Alors on va revenir sur le cas de l'émancipation féminine un peu plus tard, mais donc pour situer cette période pré-révolution islamique, on est aux alentours de 1941, donc en plein dans la Seconde Guerre mondiale. Reza Shah déclare la neutralité de l'Iran, mais les forces britanniques et soviétiques envahissent le pays et forcent Reza Shah à abdiquer en faveur de son fils. Donc c'est Mohammad Reza Pahlavi qui reprend le pouvoir et qui va s'allier aux alliés face à l'Allemagne et qui déclare la guerre à l'Allemagne en 1943. Exactement, mais une chose que je dois préciser, Roxane, même Reza Shah n'avait pas signé une alliance avec Hitler.
Il n'était pas d'accord avec Hitler. Mais malheureusement, à l'époque des Alliés, ils voulaient prendre l'Iran pour pouvoir faire face à Hitler, concernant la Russie et tout ça. Les Russes et les Britanniques, ils voulaient entrer en Iran. Mais Reza Shah, ce qu'on dit qui est faux, n'est pas correct, jamais n'a pas envoyé des messages d'alliance avec Hitler. Comme vous venez de dire, il était neutre. C'est-à-dire, puisque même Iran était tellement loin de combat à l'époque. Oui, bien sûr. Voilà. Mais cependant, en 1943, l'Iran se rapproche des puissances occidentales. D'ailleurs, pour quelle raison? Alors, de toute façon, vous savez, le fils de Reza Shah, Mohammad Reza Shah, dernier roi Pahlavi, il prend le trône, le pouvoir grâce aux Alliés. C'est grâce aux Alliés, puisque les Alliés ils voulaient déclarer une république à l'époque. Mais nous avons un premier ministre, Foulouri, juif iranien. Ce monsieur va aller voir les Britanniques et il va exposer le fils de Shah comme successeur de son père, et que l'Iran reste une monarchie, mais alliée avec l'Occident. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on fait la conférence de Téhéran. Et Staline, Eisenhower, ils viennent là-bas à Téhéran pour faire la conférence à l'époque. Et l'Iran, il est colonisé, c'est-à-dire les Alliés sont présents en Iran. Vous voyez, les Américains non, mais Nord, c'est à la main des Russes. Sud à la main des Britanniques, l'Iran, il est à la main des Alliés. Alors, la personne qui prend le pouvoir, il est obligé d'être allié avec l'Occident. Oui, bien sûr. Donc c'est à ce moment-là aussi que l'Iran devient rapidement un membre des Nations Unies. Exact. Et pourtant, en décembre 1945, il y a une crise irano-soviétique qui frappe le pays, donc la première de la guerre froide. Et Mohammad Reza Shah Pahlavi met en place un régime autocratique et dictatorial fondé sur l'appui américain. Pro-américain, pendant cette période, l'Iran devient pro-américaine? Non, ce problème de 1945 avec les Russes, vous savez c'était quoi? Vous savez aujourd'hui qu'il y a deux Azerbaïdjan. Il y a un pays indépendant, Azerbaïdjan, qui était ex-Union soviétique, un des pays ex-Union soviétique. Il y a un autre Azerbaïdjan qui est en Iran. À l'époque, les Russes, ils partagent l'Azerbaïdjan en deux parties. Au lieu de quitter l'Iran, ils prennent une partie d'Azerbaïdjan et le gardent. Jusqu'à aujourd'hui, cette partie de l'Azerbaïdjan n'est pas avec l'Iran. Il y a deux Azerbaïdjan. C'est pour ça, ce conflit, la moitié, ça va être récupéré par l'Iran jusqu'à aujourd'hui. C'est Azerbaïdjan d'Iran, il est en Iran. Mais c'est vrai, puisque vous savez, il ne faut pas l'oublier, après la Deuxième Guerre mondiale, le patron du monde, le patron, c'est les Américains et